il faut déjà se dire que l'arabe maghrébin, c'est une appellation qui convient déjà d'un point de vue linguistique pour différencier les divers parlers arabes qu'on va retrouver dans ce qu'on appelle le Maghreb, mais de manière quand même assez large aussi, c'est-à-dire principalement le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, mais aussi la Mauritanie, la Libye. On peut inclure également le maltais qui vient de l'arabe et qui vient des variétés maghrébines. Voilà, j'oublie, et une partie de l'Égypte aussi, parce que en fait, la frontière linguistique, si on peut parler de frontière, elle se situe plus en Égypte que on pense toujours en Tunisie ou éventuellement la Libye, on oublie, etc. Bon, donc si vous voulez, l'appellation arabe maghrébin, en fait, ça recouvre déjà plusieurs langues. Et même si je vais ensuite regarder par pays, dans chaque pays, il y a évidemment des variations, que ce soit géographiques ou sociales, ou etc. Enfin, ça se croise et tout ça. Donc, c'est pas des langues comme le français varie. Enfin, voilà, on a toujours une vision très monolithique des choses, mais en réalité, toutes les langues varient et sont plurielles. Donc déjà, l'arabe maghrébin, quand il s'implante en France, il s'implante de multiples manières et il s'implante avec des locuteurs qui ont divers parlers déjà, qui arrivent avec diverses variétés d'arabe maghrébin. Donc, c'est déjà difficile d'avoir une variété centrale. Donc ensuite, à l'échelle du territoire français, c'est vrai que après, bon, c'est une question qu'on se pose souvent, est-ce qu'il y aurait l'émergence d'un quelconque arabe de France? On pourrait dire ça. Là, pour le coup, il faudrait lui enlever le maghrébin, mais certes, il serait sans doute basé sur les variétés maghrébines. Mais il y a aussi des arabophones qui viennent d'ailleurs, évidemment, et qu'on va classer là dans les parlers plutôt orientaux. Donc, après, ce qu'on peut dire par rapport à la France, c'est que, bon, premièrement, pour répondre à la question, il faudrait plus d'études de terrain. Je ne parle même pas de chiffres, simplement d'observation, d'enregistrement, de conversation, voir vraiment comment les choses se passent entre les locuteurs, pour voir s'il y a des choses qui émergent du contact. Maintenant, je ne pense pas qu'au niveau... quand ce genre de choses existe, des nouvelles langues, enfin, des nouvelles variétés d'une langue qui vont émerger en diaspora, en immigration, etc., il faut quand même qu'il y ait des conditions particulières pour que ça se passe. Donc il faut une certaine forme de vie en communauté qui fait que du coup on va utiliser cette langue très souvent et que du coup on va peut-être la développer vers d'autres directions que du pays d'où on est parti, par exemple. Donc il y a un certain nombre de critères qu'on ne peut pas appliquer sur l'échelle du territoire français. En plus, pensons la France en dehors de ses frontières hexagonales, en plus. Parce que l'arabe il est parlé pas qu'en France métropolitaine. Donc après... donc voilà. Par contre, on peut dire, par contre, mais sans avoir non plus d'indices très poussés, c'est qu'il y a probablement, je dirais ça plutôt, il y a probablement des pratiques de France. Effectivement, c'est un autre contexte. On est en contact avec d'autres langues ou avec d'autres variétés qui sont pas forcément présentes dans les pays en question, c'est-à-dire pas forcément présentes au quotidien tout le temps. Donc il y a une forme de contact avec toutes les autres variétés d'arabe qui va du coup peut-être être plus développée que dans les pays de départ. Maintenant, voilà. Après, localement, peut-être qu'il y a des variétés locales, en fait. Il faudrait voir localement comment ça se passe à l'échelle d'une ville, à l'échelle d'un quartier, à l'échelle... voilà. Et puis ça va être je pense, la proportion de telle ou telle variété qui va aussi peut-être donner une impulsion vers tel ou tel sens, vers telle ou telle évolution linguistique. Mais voilà, donc on peut dire que du point de vue, voilà, il y a peut-être une plus grande, il y a des pratiques plus diversifiées, enfin qui se diversifient, en tout cas qui sont diversifiées aussi à travers le territoire et qui impliquent pour les locuteurs une plus grande, ce qu'on appelle l'accommodation, une plus grande accommodation, c'est-à-dire une plus grande adaptabilité à la façon de parler des autres. Bon, ça commence à dater un petit peu, cette charte. Et pour mémoire, donc, elle a été signée mais non ratifiée en 1999. Donc pour ce qui nous concerne, l'arabe maghrébin du coup, va être classé dans les langues dites minoritaires. Il y avait deux principaux critères, si mes souvenirs sont bons, pour rentrer dans cette liste. Bon, outre le fait d'être suggéré peut-être au rédacteur de la charte, je pense qu'il y a aussi un certain nombre de langues qui auraient pu rentrer aussi, mais qui n'ont pas été
envisagé, mais en tout cas, il fallait réunir 2 critères. Le premier, c'est d'être donc une langue parlée par des citoyens français, donc pas des langues d'immigration trop récentes, c'était le critère. Et le deuxième critère, c'était que ça concerne des langues sans statut, c'est-à-dire des langues qui ne sont pas reconnues comme langue nationale ou officielle dans aucun autre pays. Donc là, on parle des variétés d'arabe, voilà, qui sont l'arabe du quotidien, qui n'est pas l'arabe écrit, qui n'est pas qui est la langue officielle des pays arabophones, mais donc on n'est pas sur les mêmes plans. Donc du coup, l'arabe maghrébin effectivement réunissait ces 2 critères, parce qu'il n'est pas reconnu officiellement dans les pays arabophones du Maghreb. Et donc ce qui fait que cette charte déjà non ratifiée n'a pas eu tellement d'effet concret. Il y a toujours cette polémique, cette concurrence de vision, disons, entre effectivement, on a, comme souvent, on a réagi en disant qu'il n'y avait que le français qui comptait, etc. Le français, et donc ça a été la réponse du Conseil constitutionnel, d'ailleurs, de rappeler que la langue de la République, que le français est la langue de la République, mais il peut l'être sans exclure les autres langues, a priori. D'ailleurs, ça se passe, en fait. C'est-à-dire que la réalité, c'est ça, mais ensuite, dans l'idéologie, c'est une autre affaire. Donc il y a cette réticence, déjà. On a accusé la charte de vouloir reconnaître des droits. Alors ça, c'est très, voilà, justement, ici en France, c'est très des droits à des langues, donc à des locuteurs, donc de mettre en péril le principe d'égalité républicaine. Bon, ça se discute. On peut justement, effectivement, s'intéresser à valoriser des langues et des cultures comme on valorise les langues régionales, puisqu'elles font partie de la charte. Ça semble beaucoup moins poser problème, notamment aussi, je pense, peut-être, bon, ça c'est mon analyse personnelle, mais aussi parce que c'est pas une vivacité aussi grande, par exemple, que des langues comme l'arabe, et donc c'est peut-être, ça met beaucoup moins en péril, ou moins dans la tête de ceux qui sont contre, le français, enfin voilà, même si c'est pas du tout le cas. Du coup, la charte n'a pas eu tellement d'effet, et puis ces dernières années, c'est vrai que voilà, à chaque fois qu'on en a reparlé, c'était pour parler des langues régionales principalement, donc on évacue toujours les langues minoritaires, et puis j'ai l'impression qu'il y a une espèce de, justement, on voudrait bien s'en débarrasser de cette petite liste de langues minoritaires, en plus certaines ne sont pas plus parlées par des millions de gens, mais certaines oui, hein, comme les 2 principales en fait c'est l'arabe maghrébin et le berbère, et alors, j'utilise du singulier, mais à chaque fois il faut penser pluralité derrière, hein, c'est plusieurs langues aussi le berbère. Donc ça concerne un certain nombre de citoyens français. En l'occurrence, pour l'arabe, on estime, mais c'est pareil, on n'a pas assez de chiffres ni très récents non plus. C'est des extrapolations, mais on est autour de 3-4 millions au bas mot de locuteurs. Et on est certain, en tout cas, que c'est la 2e langue parlée après le français en France. Donc ça, c'est sûr, que dans toutes ces variétés confondues. Donc, l'actualité de la charte, j'avoue que moi, ça m'inquiète aussi d'une autre manière, c'est-à-dire que du coup, il y a souvent, je vous disais, pour écarter un peu cette liste de langues minoritaires, enfin, c'est le sentiment qu'on a, en tout cas dans les débats ou dans les publications des institutions qui sont censées défendre la charte, etc., qu'on revient un peu justement sur cette distinction qui avait été faite entre, justement, ne pas parler d'arabe tout court, pour ne pas englober toutes les variétés, mais bien englober celles qui ne sont pas reconnues. Et donc les variétés parlées, enfin, je m'exprime vite, mais voilà, c'est ça, essentiellement. Et du coup, on a un peu l'impression qu'en plus la situation du berbère a changé depuis un certain, enfin, depuis très récemment. Au Maroc, il a été reconnu, enfin, il est devenu langue officielle, alors que voilà, c'était pas le cas. Donc effectivement, du coup, ça pourrait le sortir des critères de la charte. Et j'ai un peu l'impression qu'on aimerait bien faire ça avec toutes les langues minoritaires, voilà. Mais bon, on peut repenser aussi cette définition des langues minoritaires, on peut la repenser, je pense, aussi en dehors de la charte, parce que bon, la charte, c'était une proposition du Conseil de l'Europe, peut-être que c'est à revoir, enfin voilà. Et sachant que chaque pays de l'Union européenne était censé adapter aussi en fonction de sa législation, donc
c'est pas une contrainte, voilà. Enfin, a priori, on offre une base pour faire des choses, et puis après, voilà. Donc l'actualité, elle est assez, assez nulle, on va dire. Pourtant, il y a beaucoup de